Alors bonjour, on se retrouve à nouveau sur le salon Global Industrie et à nouveau sur le stand de la French Fab avec un nouvel invité cet après-midi, en ce début d'après-midi, avec François-Xavier de Thieulois qui est directeur pôle expertise. Il m'a précisé que c'était expertise avec un S parce qu'il y en a plusieurs et il est chargé du plan Startup PME. Vous voyez, il y a même un petit livret qui a été édité, il va nous en parler, plan Startup et PME industriel. Alors expliquez-nous François-Xavier ce que c'est que ce programme finalement. Bonjour, donc l'idée c'est la cible du président Macron, créer 100 nouveaux sites industriels par an, issus et des startups et des PME. En fait, on a tout un plan de start-up très digital qui a été lancé par la French Tech il y a une dizaine d'années. Il y a 3 ans, BPI France a lancé le plan Deep Tech pour aider les chercheurs dans les laboratoires à se dire tiens, j'ai une idée, de la R&D, plutôt très amont, très recherche fondamentale, qui pourrait servir un jour à faire un produit. Donc on les accompagne pour monter leur start-up. Et ça démarre bien, on a fait en gros x2 sur le nombre de start-up montées par des chercheurs. Mais le point c'est que souvent, ces chercheurs, ils font moins de recherche digitale. Alors évidemment, il y a encore des startups qui font de l'IA typiquement. Il y a toute une partie qui ont un produit physique. Depuis le quantique, les matériaux, les nouveaux matériaux, etc. Et donc ces gens-là, ils ont un problème. C'est qu'il y a un moment, il faut fabriquer votre produit si vous voulez le vendre. Et donc c'est là où on va avoir monté ce plan, c'est pour cet objectif-là. Donc vraiment, on voit, il y a une partie French Tech, Deep Tech, j'ai fait la recherche amont. Et il y a une partie je dois fabriquer, d'où le fait qu'on est sur le stand de la French Fab, qui sont les gens qui savent fabriquer, les industriels. Les industriels eux-mêmes pouvant d'ailleurs avoir des innovations de rupture. On n'a pas loin d'ici un de nos clients qui vient vraiment du monde de la PME très traditionnelle, qui fait des équipements assez simples pour les usines, et qui a monté un robot mobile autonome, donc avec de l'IA dedans, du capteur, etc., de l'électronique embarquée. Donc là, on voit bien qu'il y a cette convergence, un peu des deux sources, des industriels traditionnels, les PME traditionnels, des start-upers qui se disent on a des produits physiques et qu'on va vouloir fabriquer. Donc c'est ça la définition qu'on a retenue pour les start-up industrielles, c'est celles qui ont un produit qui a vocation à être fabriqué. Et ensuite, il y a différentes étapes. Donc on considère que la partie R&D actuellement est plutôt bien couverte avec tout ce qu'il y a depuis pas mal d'années pour l'accompagnement à la R&D. Et tout l'effort actuel, c'est vraiment sur la phase pré-industrialisation, industrialisation. Ça va passer par d'abord des aides économiques. La R&D, historiquement, c'est plutôt de la recherche subventionnée, des choses comme ça. Donc si on détaille un peu, vous avez ensuite des aides pour monter une usine. J'ai peut-être oublié de préciser que vous étiez à BPI France. Est-ce que je l'ai dit? Est-ce que je l'ai dit? Je ne l'ai même pas dit. Bon, alors on va redire dans l'ordre. Directeur pôle expertise avec un S à BPI France, évidemment, sur le stand de la French Lab. Voilà, comme ça tout est clair. Tout à fait. Et donc, le plan, comme c'est traditionnel chez BPI France, on essaye de combiner tout le continuum possible pour vraiment que le porteur de projet soit le plus enveloppé possible, qu'il ait un point d'entrée unique qui ensuite va aller vers les différents partenaires que nous avons, qui peuvent répondre aux différents besoins. Donc je parlais d'argent, forcément, le nerf de la guerre. Donc en plus de tout ce qui existait historiquement pour aider à soutenir, à porter l'effort de R&D, on va aider à l'effort d'industrialisation. Donc soit par du prêt bonifié, il y a par exemple un prêt Nouvelle Industrie qui vient d'être lancé, de 3 à 15 millions d'euros, qui peut aller jusqu'à 15 ans, 3 ans de différé d'amortissement, qu'on est vraiment sur du prêt long terme, ce qui est logique parce que quand vous avez une usine très innovante, il faudra du temps pour la construire, du temps pour démarrer l'industrialisation, et ensuite seulement elle pourra générer de l'argent pour rembourser le prêt. Il y a aussi des subventions, on a un appel à projet qui a été ouvert, première relève faite début avril, la suivante sera en septembre, et donc tous les ans, il y a 2 ou 3 relèves, je ne sais plus, par an, où les porteurs de projet disent voilà mon projet de nouvelle usine. Mais je suis allé un peu vite là-dedans, parce que là je pars de l'hypothèse que c'est pertinent de monter son usine. Et en fait, comme vous voyez, on a fait un kakémono, un livret plus détaillé, et on est en train de sortir un livre jaune qui devrait sortir vers fin juin, qui détaille justement les typologies de projets industriels. Et on voit bien qu'il y en a qui n'ont pas le choix. Vous prenez Insect, il n'y a pas d'usine d'élevage d'insectes, donc il faut construire votre propre usine. À l'EDIA, il n'y a pas d'usine qui sache faire de la micro-LED, donc il faut construire votre usine. Inversement, quand vous faites un capteur, est-ce que c'est très pertinent de monter votre propre usine
d'assemblage de produits électroniques, alors que vous avez beaucoup de sous-traitants. Vous pouvez très bien imaginer des modes hybrides, d'ailleurs ce n'est pas de la sous-traitance pure. De Vialet par exemple a un partenariat avec Bosch, ils ont investi dans les machines, De Vialet a investi dans les machines, mais qu'ils ont mises dans l'usine de Bosch pour profiter des compétences de Bosch en termes de recrutement d'opérateurs, de formation des opérateurs, de lean, etc. Et donc de pilotage de l'usine. En même temps, la propriété intellectuelle est évidemment chez De Vialet parce que on sait bien que les enceintes ont une grosse part de propriété intellectuelle, on ne peut pas les faire comme on veut. Donc ça c'est vraiment la partie, si je reprends les prêts, les aides, il y a toute une partie fonds propres aussi puisque vous ne pouvez pas juste vous financer avec de la dette, il faut du fonds propre. Et donc nous avons, alors je parlais d'Alidia par exemple, qui a été investi par notre fonds SPI, Société de Projet Industriel, qui est relancé là, il y avait 5 ans, qui s'est arrêté fin d'année dernière. On relance avec maintenant 1 milliard d'euros pour pouvoir investir dans des entreprises qui veulent monter des usines. On a aussi tout un enjeu de créer l'écosystème. Je parlais de la French Tech, aujourd'hui il y a un écosystème de capital risque, venture capital, qui est très mûr, avec tous les étages. Vous faites du site, de la série A, de la série B jusqu'à la série D. On a 25 licornes, ça montre qu'on s'est accompagné vraiment à tous les étages. Sur les startups industrielles, c'est différent. Le problème, c'est que les investisseurs ont du mal à comprendre ce que c'est. En gros, je vais être méchant avec les investisseurs, mais c'est du hardware, j'ai peur, je pars en courant. Et donc, nous voulons les accompagner. Et donc, on a créé un fonds de fonds. Vous savez que peut-être que BPI investit en direct dans des entreprises, mais aussi dans des fonds d'investissement. Et là, nous allons investir dans des équipes d'investissement qui disent « je veux faire ce qu'on a appelé le venture industriel ». Donc, du capital risque, mais pour de la start-up industrielle, qui donc aura la capacité à créer des équipes de fonds. Alors évidemment, ce ne sera pas que de l'argent public. Elles doivent lever à côté avec des acteurs privés pour pouvoir investir dans des startups. Je vous parlais de cette entreprise de robots mobiles. On parlait de matériaux avant de commencer. Materup qui fait du ciment à base d'argile, enfin l'équivalent d'un ciment à base d'argile crue et donc avec beaucoup moins d'émissions de carbone. Tout ça, ça nécessite du CAPEX, il faut des usines, du BFR, il vous faut un stock entre les deux, que évidemment la start-up digitale, elle n'a pas ces réflexes-là, et donc les investisseurs habituels du digital, ils n'ont pas ce réflexe-là, ils ont dit « oh, j'y comprends rien, je n'y vais pas ». L'idée, c'est vraiment de monter des équipes mixtes avec des gens qui viennent du capital risque, parce que cette culture importante à travailler de la vitesse, de l'itération. Tesla qui fait du produit hardware, on l'a tous vu des Tesla, ils ont un réflexe d'itération. Toutes les semaines, l'usine change, le produit change. Toutes les semaines, votre Tesla, si vous en avez une, elle reçoit du logiciel nouveau. Ça, c'est sur la partie software, et ça, c'est classique. Mais l'usine et la voiture évoluent très régulièrement. Parce qu'ils ont ce réflexe qui vient du software. On est toujours en itération permanente, test and learn, on essaye un truc, ça marche très bien, ça marche pas, on passe à autre chose. Et c'est aussi cette hybridation. On a bien représenté les deux coques. Ce qu'on veut hybrider, c'est les deux cultures. J'ai parlé beaucoup de la culture tech, donc agilité, réactivité, etc. En même temps, la culture fab, qualité. On a un de nos clients, start-up industriel, qui fait des batteries pour les avions. On ne va pas trop se permettre que la batterie brûle. C'est quand même un avion. Donc, la culture fab de comment je mets des contrôles, comment je maîtrise ma qualité. Tous ces réflexes-là sont beaucoup moins habituels pour des gens qui viennent plutôt du digital. Et d'ailleurs, cet exemple de batterie intéressant parce que ça montre que, en soi, l'assemblage de batterie, c'est pas très compliqué. Mais dans leur cas, il faut construire une usine puisque vous avez aussi des contraintes d'homologation. Le produit, forcément, il n'est pas utilisable tel quel. Si c'est pour aller sur un avion, il faut que le EASA, la FAA, donc les deux autorités de régulation américaines européennes, certifient que la batterie est suffisamment sûre pour être embarquée dans un avion commercial. J'ai quand même une question. Il y a marqué plan. Il y a un budget défini déjà? 2,3 milliards, ça vous suffit? C'est pas mal, justement 2,3 milliards. Ce sera pour obtenir le rouge, le bleu, mais aussi le vert, hein, c'est bien ça? Bien sûr. Aujourd'hui, pour moi, une usine qui ne soit pas nativement verte, ça n'existe pas ou il ne faut même pas l'ouvrir. Donc clairement, toutes les usines qu'on veut construire dans ce plan, elles doivent évidemment prendre en compte dès le départ cette logique verte. Que ce soit dans leur propre process, que ce soit en faisant des produits qui aident justement à réduire les émissions de CO2. 2,3 milliards, donc j'ai parlé du milliard chez SPI, il y a 350 millions sur fonds de fonds, et il y a ensuite tout le reste qui est sur les subventions, aides et appels à projets. D'accord.
Alors la partie, on ne le montre pas à la caméra, moi je les cite, hein, aide, prêt, fonds propres, fonds de fonds, accompagnement. On l'a vu tout à l'heure, l'accompagnement c'est quand même, alors là il est mis tout en bas, on va pas le montrer, mais il est mis tout en bas, mais on pourrait le mettre au-dessus finalement. Tout à fait. En fait, en termes d'euros, c'est assez peu, puisque c'est du jour homme, c'est du temps de consultant. Mais en effet, nous montons des équipes, la mission French Tech monte des équipes pour pouvoir accompagner, en fait, pour s'assurer que l'argent investi soit utilisé au mieux. Il y a un gros enjeu. Donc, dans le livre jaune, on a recensé 7 besoins et on voit que toute une part de ces besoins sont très soft. C'est pas une question de... Évidemment, il y a un sujet de trouver du foncier. Le jour où je fais une usine, il faut que j'ai un endroit. Mais il faut que je trouve des partenaires pour cette usine. D'abord, je vais évidemment pas tout faire moi-même. J'achèterai des composants ou des sous-systèmes ou potentiellement j'externalise tout. Ça, c'est mon choix industriel. Mais dans tous les cas, j'ai besoin de partenaires. Si j'internalise une partie de la production, il va falloir des gens qui me fabriquent des équipements pour la fabriquer. Comment je les trouve? Même si je suis une PME innovante, qui vient du monde de la PME, j'ai une partie de mon écosystème, mais je ne l'ai pas tous. Mon exemple de la PME qui vient de l'équipement pour l'usine n'avait pas du tout d'électronique. Il a dû apprendre à sourcer des composants électroniques. Il a dû apprendre à les intégrer, à les qualifier, les valider. Tout ça, c'est des compétences qu'il faut pouvoir les trouver. Et donc, tout cet enjeu-là, il y a aussi beaucoup de temps d'accompagnement que nous allons porter en lien avec la mission French Tech pour les aider à trouver des bons partenaires, bien valider la proposition commerciale. Évidemment, au moment de l'idée, quand le chercheur a dit « Tiens, je vais monter ma start-up », il avait une idée. Il était encore très loin de combien je la vends, à quel prix. C'est du one-shot, c'est de l'abonnement. Aujourd'hui, on fait du SaaS dans le digital. Est-ce qu'on peut faire du SaaS dans le hardware? Peut-être. Comment on essaye? Tout ça, il y a besoin d'aide. Il ne peut pas le faire tout seul. Il faut qu'il se fasse accompagner. D'accord. Alors, si vous voulez avoir réponse à toutes ces questions posées par François-Xavier Thieulois, vous les aurez certainement ici. Vous avez tout le détail sur ces kakémonos et puis aussi dans les petits guides qu'on peut remontrer. Voilà. Et donc, sur le stand de la Fresh Fab. Voilà, on remercie François-Xavier de Thieulois. Merci beaucoup et bon salon. Merci beaucoup. Merci.